Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler de cette étude dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo comme d'habitude. Alors, c'est une étude qui concerne le trouble anxieux chez les adolescents. Alors, vous savez, le trouble anxieux, c'est le trouble le plus fréquent chez l'enfant comme chez l'adulte. C'est environ 12% de la population, donc c'est gigantesque. Et c'est un trouble qui est handicapant, c'est un trouble qui consiste en un doute très envahissant. Admettons que qu'est-ce qui se passe si, comment je vais faire pour, est-ce que je suis assez fort pour, etc. L'inquiétude, la peur pour tout le temps, oui mais si il se passe ceci, s'il se passe cela, etc. Enfin vraiment c'est ce qu'on appelait avant, à juste titre, avant que ça devienne péjoratif, la folie du doute. La folie du doute, donc c'est encore une fois extrêmement handicapant finalement pour les gens, même si c'est pas forcément très visible. C'est quelque chose qui est souvent très intériorisé, mais donc finalement, bien que ça touche plus d'une personne sur 10, c'est pas si simple, à part être entraîné, d'identifier les personnes qui en souffrent. C'est une étude qui est une étude randomisée, contrôlée en double aveugle, contre placebo, c'est-à-dire qu'on a tiré au sort des gens au hasard, on les a divisés en deux groupes, et on leur a donné, sans qu'ils le sachent, soit un vrai médicament, soit un placebo plein de sucre, un peu une sorte d'homéopathie, quoi. Et c'est en double aveugle parce que, donc certes, la personne ne sait pas si elle prend le vrai traitement ou le placebo, mais la personne qui va évaluer l'efficacité du traitement chez le patient ne le sait pas non plus. C'est ce qu'on appelle le double aveugle. Bon. Alors, il n'y a pas beaucoup de mystère. On sait que le traitement de référence pharmacologique chez les personnes souffrant d'un trouble anxieux généralisé, chez l'enfant, chez l'ado ou chez l'adulte, c'est les antidépresseurs. Voilà. Il y a une taille d'effet qui est tout à fait satisfaisante, il n'y a pas de doute là-dessus, on est très tranquille à ce sujet depuis très longtemps, ça fait partie des recommandations scientifiques. Après, il y a des recommandations sûrement politiques ou administratives, j'en sais rien, c'est pas mon job, moi, mon job c'est de faire de la science, et donc les recommandations scientifiques à ce sujet, elles sont très claires. Et donc, ils ont fait une étude pour tester l'escitalopram, qui est un dérivé du citalopram. On ne va pas dire ce qu'on en pense, parce qu'on n'en pense pas forcément que du bien d'avoir fait cette S-citalopram sur le citalopram. Est-ce que c'était pas un peu du business? Chut, on ne dit rien, on n'en parle pas. Bon. Mais on n'en pense pas moins. Évidemment, on retrouve une même efficacité que pour le citalopram ou que pour les autres antidépresseurs avec cette molécule dans le trouble anxieux généralisé de l'enfant. Il n'y a pas trop de doute. Donc ça, ok, ça c'est le résultat brut de l'étude, ça fonctionne, il y a une taille d'effet qui est légère à modérée. C'est ce qu'on retrouve d'habitude. Mais moi, ce dont je voulais vous parler, qui m'a semblé plus intéressant, c'est ce qu'on retrouve souvent dans ce type d'études. C'est cette espèce de plafond quand on évalue avec une échelle, comme celle-là qui est utilisée, qui est une échelle de la PARS, qu'on appelle, c'est une échelle de trouble anxieux. Au bout de 4-6 semaines, ça stagne en termes d'amélioration des symptômes. Sur l'échelle, quand on regarde l'échelle utilisée, donc l'échelle avec des questionnaires, quoi, si vous voulez. C'est des questions que vous posez aux patients, et ils répondent, puis ça donne un score. Et donc l'idée, c'est d'avoir le score le plus faible possible, évidemment. Finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que cette échelle, elle arrête de baisser avec le temps, au bout de 4 à 6 semaines. Et c'est pourtant un truc vraiment qui est incompréhensible pour n'importe quel médecin qui a prescrit des antidépresseurs. Plus de 10 semaines. C'est incompréhensible. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'on voit, c'est une amélioration progressive des gens qui continue sur des mois. Des mois et des mois. C'est vraiment au moins 6 mois d'amélioration progressive. Alors certes, peut-être un peu plus importante au début qu'à la fin, mais une vraie amélioration progressive. Et pas du tout, on ne voit pas du tout une stagnation de l'amélioration de la qualité de vie des gens au bout de 4 à 6 semaines. Contrairement à ce qu'on voit sur les études des antidépresseurs en général. D'ailleurs, pas que sur le trouble anxieux, sur les antidépresseurs dans le trouble anxieux ou dans la dépression, on voit cette courbe qui stagne au bout de 4-6 semaines sur donc, les scores de dépression. Alors pour moi, ça m'inspire une chose qui a été retrouvée un peu d'ailleurs dans la dépression avec d'autres études dont j'ai déjà parlé, c'est qu'il y a un problème avec ces échelles. C'est-à-dire que les échelles, finalement, elles ne permettent pas d'évaluer la diminution des symptômes correctement et l'amélioration de la qualité de vie correctement. Ces échelles qui sont beaucoup trop centrées sur les symptômes au cœur du trouble anxieux et pas vraiment tant sur les conséquences et sur vraiment la vie réelle des gens. Et je pense que autant une échelle peut être utile dans une étude scientifique pour faire le diagnostic, autant elle peut l'être pour, comme ici, faire une évaluation de la baisse des symptômes, mais elle ne l'est pas pour donner la réalité de l'amélioration. Et donc, autant pour inclure les patients, ça ne me pose pas trop de problèmes,
autant pour évaluer vraiment l'efficacité, c'est bien, mais on peut faire beaucoup mieux que ça. Et on peut faire beaucoup mieux d'ailleurs avec des choses beaucoup plus simples. Il y a des échelles très très simples où on pose vraiment la question tout simplement de la qualité de vie des gens, avec une note toute bête qu'on peut donner sur 10 par exemple, et puis une évaluation aussi du médecin qui voit le patient et qui donne aussi une note très globale. Il y a plein d'échelles comme ça qui existent. Elles sont assez peu utilisées d'ailleurs. Mais par exemple, il y a la CGI, la Clinical Global Impression, donc c'est vraiment l'impression clinique globale, donc ça porte bien son nom, c'est à la louche, d'accord? Et bien à la louche, en fait c'est en gros à la louche après un entretien un petit peu avec le patient finalement, et ben en fait je pense qu'on est beaucoup plus précis et on est beaucoup plus conscient de l'évolution, de l'amélioration de la qualité de vie des patients que sur les échelles qui sont beaucoup trop restrictives. Donc voilà, moi c'est mon avis personnel. Je pense que cette étude, bon ok, elle montre que les antidépresseurs, enfin, cet antidépresseur fonctionne dans le trouble anxieux généralisé de l'adolescent. Génial, on le savait déjà, mais c'est toujours bon à prendre. Mais surtout, elle montre cette difficulté méthodologique à évaluer finalement les patients sous antidépresseurs qui continuent vraiment à s'améliorer avec le temps, mais pour lesquels les échelles ne sont pas le meilleur moyen d'évaluer cette amélioration. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai été clair, je ne suis pas sûr. Il fait très très chaud, là, puis je porte le masque depuis des heures, là, heureusement que là je fais la vidéo, ça me soulage un peu, et puis à l'hôpital il fait très chaud. Bref, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner, moi c'est mon conseil, faites ce que vous voulez, hein. N'oubliez pas de vous abonner. Bye.